l'after est de retour. On est ensemble jusqu'à 23h avec François Manardo, avec Jonathan Macardy. Et on accueille Jean-Baptiste Guégan. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Il va devenir un habitué de l'after. Il est déjà passé dans l'after. Spécialiste en géopolitique du sport. Avec justement d'ailleurs un ouvrage chez Bréal, Géopolitique du sport. Une autre explication du monde. Et oui, parce qu'on peut expliquer pas mal de choses avec la géopolitique du sport. On va parler du Qatar et du PSG. On en avait déjà parlé la dernière fois. Mais on va revenir sur les sujets d'actualité. Et là, s'il y a d'ailleurs un pays qui se vend par le sport et qui a fait sa diplomatie par le sport, c'est bien le Qatar. Un mot tiens justement sur ce qui se passe en ce moment autour de Neymar, par rapport notamment au prix éventuel du transfert avec cette fameuse clause, mais aussi le salaire. On parle au final d'une note qui serait de 500 millions d'ailleurs pour le Qatar. On sait que c'est un fonds souverain qui est à la tête du PSG. Est-ce que ça veut dire pour autant, on avait l'impression ces dernières années qu'il ne voulait pas tomber là-dedans, qu'il ne voulait pas être les pigeons de tous les autres clubs? Est-ce que pour autant c'est crédible et c'est possible ce transfert? Honnêtement, vu la situation régionale, parce que la vraie question elle est là, c'est ce qui se passe aujourd'hui entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis est un vrai problème. Pas une sinecure. Et le Bahreïn et l'Égypte, tu peux ajouter dans le tas. Ce qui se passe ici, c'est justement un moment particulier. Le Qatar est face à une crise existentielle. Il lui faut donc réagir. Le sport a toujours été un moyen pour lui d'exister. Là, il a l'opportunité de reprendre la main. Neymar, ce serait formidable, ce serait un buzz mondial, ce serait la preuve que le PSG est de retour, mais surtout derrière la famille qatari. Ils ont déjà réussi à prendre Alves à City, aux Émirats. Et aux Émirats. On est dans cette guéguerre régionale finalement qui se transpose dans le foot. Et là, on est vraiment sur un autre enjeu. On est sur une instrumentalisation du sport. Et Neymar, finalement, c'est juste un objet là-dedans. 500 millions d'euros pour lui. Est-ce que c'est un vrai problème pour le Qatar aujourd'hui ? Je pense pas. Mais tu parlais d'Alves et ça intervient pile après cette vraie crise diplomatique justement entre les Émirats, mais qui n'est pas terminée. On a eu de nouvelles révélations du Washington Post récemment, donc entre les Émirats et entre le Qatar avec le piratage. Alors tu vas nous dire oui ou non avec le piratage supposé de l'agence de presse qatari. Après, c'est toujours pareil. C'est deux versions qui s'opposent. Là, en l'occurrence, pour ce qui est, pour le piratage supposé, ça mettait le Qatar en difficulté. L'idée, c'était de le mettre au banc des pays de la région pour qu'ensuite, il soit obligé de s'aligner, faire profil bas. Il avait pris trop de place, trop d'importance. C'est comme si un petit club aujourd'hui arrivait à dominer tous les autres. Il poserait un problème. Le Qatar est dans cette situation. Aujourd'hui, on voit le Qatar réagir par le sport, avec le sport. On peut se demander d'ailleurs si le sport va pas lui permettre de revenir devant ou si c'est pas lui qui va l'amener à tomber. Tu trouves pas ça curieux de vouloir réagir par le sport à des accusations qui sont quand même assez graves? Accusations de soutenir les frères musulmans, ce genre de... C'est ça en fait. Pourquoi réagir par le sport? Parce que ça paraît un faible enjeu. C'est un moyen. Alors, c'est un moyen. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a 20 ans, personne ne savait ce qu'était le Qatar, où ça se trouvait, dans un environnement régional complexe. Il faut quand même imaginer que le Qatar, c'est l'équivalent de l'Île-de-France. D'accord ? C'est donc un tout petit endroit avec moins de 300 000 Qataris, donc, qui ont la nationalité, et donc qui ont un vrai besoin de visibilité. Dans un environnement régional complexe. En face, vous avez l'Iran, vous avez l'Arabie Saoudite, qui clairement porte pas le Qatar dans son cœur. Et l'Iran non plus. Voilà. Et depuis 20 ans, le Qatar progresse, existe, a investi massivement. Toutes les entreprises du CAC 40 ont finalement dans leurs actionnariats le Qatar. Ils ont énormément investi ailleurs, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne. On est dans une situation où le Qatar a besoin d'exister parce qu'ils se souviennent d'une chose, c'est le Koweït. Le Koweït, dans les années 90, c'est un petit État qui est envahi par l'Irak. Et dans ce cadre-là, les États-Unis viennent l'aider au nom de la démocratie. On sait pertinemment que c'est pour l'enjeu pétrolier. Mais le Qatar s'est rappelé d'une chose. Si vous n'existez pas sur la carte, vous n'êtes pas défendu. Le meilleur moyen de se faire connaître, c'est le sport. Pourquoi ? Parce que la moitié de l'humanité se rassemble au moment de la finale d'une Coupe du Monde. Le seul enjeu, finalement, qui rassemble tout le monde, c'est le foot. Ils ont le gaz aussi, quand même. Ils ont le gaz, eux. Oui, alors eux, c'est le gaz naturel liquéfié. Ils investissent aussi énormément dans le pétrole et ça fait partie de leur richesse. Maintenant, il leur faut justement tirer parti de cette rente pour exister et se positionner. Le foot, là-dedans, c'est un instrument. Alors, on dit dans cette lutte-là, le transfert de Dani Alves est vraiment ressenti comme une victoire aussi sur le terrain, entre guillemets, diplomatique. On peut imaginer que la famille Al Thani devait être contente finalement d'avoir pu piquer un joueur aussi important. Parce qu'on se souvient que la défaite du PSG contre City, justement, avait fait du mal aussi pour ça. On se rappelle que ça avait été un enjeu aussi de cette défaite. C'était moins tendu à l'époque quand même. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte. C'est quand même autre chose, D'ailleurs,
d'ailleurs, sur place, on se pose souvent la question, est-ce qu'on communique beaucoup aussi sur ça, là, sur tout ce qui se passe autour du Paris Saint-Germain? Parce que suite à ce qui s'est passé avec la défaite contre Barcelone, on disait que le PSG c'était un peu profil bas. Est-ce qu'on recommence? Est-ce qu'on reparle? On veut toujours faire du PSG une vitrine pour le Qatar? C'est encore le cas. On voit avec la tournée aux États-Unis, par exemple, il y a une vraie volonté de se servir du PSG comme d'une marque. Et derrière cette marque, il y a le Qatar. Ils n'ont pas définitivement baissé la tête. Sinon, on n'aurait pas eu le recrutement d'Alves. On aurait vu partir des joueurs. Verratti serait parti. Là, pour l'instant, il est encore là. Peut-être partira-t-il, ça c'est un autre problème. On est face ici à une logique où le Qatar ne se désinvestira pas. Ils vont rester, ça paraît certain. Il y a le centre de formation le centre d'entraînement. Il y a des investissements qui sont colossaux. Si on agrandit le cercle d'influence qatari, est-ce que ce qui peut être une espèce d'objectif final, qui est la Coupe du Monde 2022, est-ce qu'elle peut marquer, en cas d'échec, parce qu'il y a beaucoup de critiques depuis l'attribution en 2010 autour de cette attribution, de ces conditions, mais pas seulement aussi au niveau de la préparation de cette Coupe du Monde, justifiée ou pas, est-ce que ça pourrait influencer la famille royale pour se retirer d'une partie ou de tout, de partie de ces investissements dans le sport international? Ça paraît difficilement possible aujourd'hui. Une chose, pardon, je vous coupe, parce qu'il y a une chose qui est extrêmement sensible dans cette région du globe aussi, c'est la susceptibilité dans les rapports avec les Occidentaux. C'est la face un peu, il ne faut pas la perdre. Surtout pas. Voilà. C'est pour ça que justement, à moins d'un renversement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est posé la question de savoir si la dynastie en place allait rester. À moins justement d'un coup d'État, ce qui paraît aujourd'hui hautement invraisemblable, je vois mal un désinvestissement, un désengagement avec les sommes engagées, les sommes investies, la perspective des calendriers remodelés. Non, pas maintenant, mais après 2022. Est-ce qu'il y a une réflexion ou une amorce de réflexion en se disant ils sont plutôt 2022, c'est voilà. Ils sont plutôt allés dans l'après. Ils ont déjà postulé pour les JO. Vraisemblablement, après 2028, qui devrait aller à Los Angeles, il y a une possibilité pour 2032. Ils ont l'argent pour. C'est l'un des rares endroits où on peut littéralement mettre suffisamment pour les faire, dans des conditions suffisamment fastueuses pour le CIO. Il y a toujours cette logique-là. À l'heure actuelle, ils se projettent à 10 ou 20 ans. On est dans cette économie-là, dans cette réflexion-là. En fait, j'ai l'impression qu'on prend souvent ici en France le problème à l'envers. J'ai l'impression qu'on pense que le Paris Saint-Germain était un moyen pour le Qatar d'avoir la Coupe du Monde et postuler pour les Jeux Olympiques. Alors que je pense que c'est totalement différent. Le Paris Saint-Germain, c'est leur pain quotidien. C'est leur ligne directrice sur les 15-20 ans à venir pour exercer une influence, dans tout ce qui est dans l'influence, cette espèce de soft power assez puissant quand même, et que la Coupe du Monde et les JO, les éventuels JO, en fait, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais l'arrivée de QSI, c'est en 2011. 2011, L'attribution de la Coupe du Monde, c'est novembre 2010. Mais c'était deux projets différents. Ils voulaient déjà acheter un club. Je pense que c'est plus complexe que ça. Et je pense que c'est la même stratégie. Exactement, oui. L'idée, c'est ce qu'on appelle du nation branding, c'est-à-dire comment je fais pour exister sur la scène internationale. Tu parlais de soft power, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on est sur une logique de rayonnement, d'attractivité. L'idée, c'est comment j'existe et comment je gagne une influence autrement que par les armes et la coercition. En clair, comment je fais pour faire passer mes idées, mais doucement. C'est ça le soft power, c'est la puissance feutrée, la puissance douce. Alors, vas-y, pardon. Et derrière ça, le sport, et notamment le foot, c'est tout un ensemble. On se souvient aussi, par exemple, que le Qatar avait été le premier sponsor maillot, avec la Qatar Foundation, du Barça. Ils ont racheté le PSG après, et la Coupe du Monde, c'est un ensemble. Ils ont massivement investi dans tous les autres sports aussi. Attends, juste... J'ai un thème sur lequel j'ai un peu tiqué. En fait, je pense que justement, quand tu parles d'attractivité, l'attractivité c'est représenté justement par le fait de pouvoir organiser la Coupe du Monde et pourquoi pas les Jeux Olympiques. Et le Paris Saint-Germain, au contraire, c'est pas de l'attractivité, c'est de l'influence. T'as l'attractivité, le PSG l'influence et l'attractivité aussi. Mais non, parce que l'attractivité, Paris, le PSG c'est pas au Qatar, c'est pas Doha. Non, c'est de l'attractivité Paris parce que c'est la ville lumière. C'est la première ville visitée au monde. Oui, mais c'est pas le Qatar. Oui, mais alors c'est là où justement c'est intéressant. Qatari. C'est-à-dire que quand tu vois Paris, par exemple, quand ils rachètent Paris, ils ont la chance d'être dans un endroit où il n'y a pas de rivalité sportive. Il n'y a pas d'autres clubs en face. C'est la seule capitale européenne où il y a ça. Le PSG coûte très peu à ce moment-là. C'est le club qui coûte le moins cher dans les grandes capitales. 80 millions d'euros, je crois. C'est quasiment rien. En Angleterre, à ce moment-là, c'est 4 à 5 fois plus. Ils ont une vraie opportunité. Il ne faut pas oublier que le Qatar est en train de se positionner à moyen terme, c'est-à-dire à 50 ans. Ils sont dans le développement d'une autre économie. Eux, ils veulent anticiper l'après-pétrole, l'après-gaz. Le PSG, c'est un élément dans cette stratégie. Ça fait de l'influence, ça fait de l'attractivité. Et de l'attractivité comment en fait? En quoi ça promeut le Qatar comme territoire attractif pour les investissements étrangers, par exemple? Qui se blesse et qui va se faire soigner à Speta. D'accord, ok, très bien. Il va se balader par là.
quand tu les vois systématiquement se préparer là-bas. On est dans cette logique-là. Aujourd'hui, Aspire et Aspetar, c'est deux centres qui prétendent être les centres médicaux et sportifs les plus avancés. Plus aboutis, oui. Et là, c'est l'image. Avec Hakim Chalabi. Là, oui, donc effectivement, c'est une activité. D'ailleurs, il est évident que Neymar et Ibra à son époque aussi, ou Beckham, quand ils vont l'hiver à Doha faire le petit stage, évidemment, c'est tout de suite ça fait des images. Formidable. Bien sûr. C'était un coup médiatique. Tiens, un mot sur une scène qu'on peut peut-être essayer de décrypter ensemble. L'émir, Nasser El Khelaifi et Hatem Ben Arfa. Alors cette histoire je veux parler directement à l'émir qui aurait vexé profondément Nasser El Khelaifi. Il aurait décidé définitivement de mettre fin à l'aventure Ben Arfa au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça dit aussi beaucoup, en dehors du problème Ben Arfa sportif à Paris, sur ce dont tu parlais tout à l'heure, un peu la face, parce qu'on sait que Nasser El Khelaifi, on a dit en tout cas qu'après la défaite à Barcelone, il était peut-être un peu menacé, il aurait pu être menacé, on sait qu'il est très proche mais du pouvoir, mais quand même. Est-ce qu'on peut décrypter ça et expliquer en quoi, en gros, Hatem Ben Arfa, là-dessus, sur ce coup-là, a fait une grosse erreur? Il a fait déjà d'autres erreurs avant, il y a eu des erreurs de com. Ensuite, c'est jamais passé avec Unai Emery, donc il y avait déjà ce problème-là. C'était un moment aussi où le club allait pas. C'est-à-dire qu'on voyait Olivier Létang être mis en difficulté, l'arrivée de Kluivert qui objectivement n'a servi à rien. Vous êtes dans une situation complexe au PSG. Le problème, c'est que la communication de Ben Arfa, j'ai envie de dire comme à chaque fois, est catastrophique. Puisqu'il va réussir à vexer son propre patron, littéralement son N+1, celui qui est juste au-dessus de lui. Et il le fait devant celui qui a les pleins pouvoirs. Or, on est dans des fonctionnements qui sont claniques, on est dans des fonctionnements qui sont extrêmement directs, où la confiance joue au moins autant que la compétence. Et on le voit là. Il faut imaginer que Nasser El Khelaifi gère une bonne partie des affaires hors du Qatar, pour le Qatar. Et donc, il s'investit par exemple dans le rachat de Miramax et dans énormément d'autres activités que le sport. On l'a vu par exemple pour Bein. Et ça c'est important. Puis on rappelle, puisque vous parliez de soft power tout à l'heure, qu'Al Jazeera a été quand même la première fois dont on a entendu parler vraiment du Qatar au niveau international. Marc qui veut réagir. Et au passage, on va féliciter Laroutourne, qui est un autre tweetos célèbre et qui a mis en avant Guégan. Donc voilà, il est bien dans le ton. Marc est avec nous, supporter du PSG. Salut Marc. Oui, bonsoir. Tu voulais poser une question ou tu voulais intervenir dans le débat? Je voulais intervenir parce que je vous écoutais par rapport au Qatar et en fait, je voulais juste rappeler aussi une chose, c'est que outre le domaine pétrolier et gazier, il faut savoir c'est que le Qatar aujourd'hui dispose de 20% des richesses d'or mondiales. Ils détiennent 20% des richesses d'or mondiales qu'ils ont repris en Belgique et en Suisse depuis un certain nombre d'années. Un petit peu moins. Non, ils ont 20%. Vous pouvez regarder ce qui est déclaré par la Banque centrale. Je suis tombé là-dessus, c'est un petit peu moins. C'est un petit peu moins. En tout état de cause, ils ont des richesses qui portent jalousie, notamment l'Arabie Saoudite, qui géopolitiquement lui traîne le drain en prononçant des choses sur l'islamisme radical et ainsi de suite, alors que c'est les premiers sponsors du djihad. Attends, en fait, on peut dire clairement, ça, c'est un grand les Émirats reprochent au Qatar de soutenir les talibans, le Hamas, les frères musulmans et tous les descendants de Kadhafi. Grosso modo, c'est ça. Ouais, enfin là, ça. Faire le lien entre le Qatar et le PSG, Neymar, c'est une hérésie. Il ne faut pas y croire, c'est bidon. Pourtant, c'est peut-être le seul moment où il y a une opportunité. Ouais, mais non, 220 millions. Pourquoi c'est une hérésie pourquoi ce serait bidon complètement? Parce qu'on a un avant-centre qui est, je pense, très très fort, c'est Cavani. Parce que Cavani peut pas jouer avec Neymar, ah bon? Non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Mais je pense que Sanchez ferait très bien le boulot et coûterait 3 fois moins cher que Neymar. Et tu es conscient aussi que par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'attractivité, Neymar, c'est énorme. Neymar, c'est pas le même poids. D'abord, tu renforces sensiblement ton équipe, ça te permet d'un coup de baguette quasiment magique, un coup de pétro-millions de dollars, d'effacer une humiliation terrible, et comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde ne supporte pas l'humiliation, mais dans cette région du globe, peut-être encore un peu moins. Ça a un prix monumental, mais quant à la surface financière, il faut y réfléchir à 2 fois pour pouvoir se l'offrir. Que ça, 500 millions pour une campagne de com mondiale sur des semaines, sur une saison entière, avec 38 V.
que ça, mais il y a le fair play financier qui Alors, risque le de fair les play rattraper. financier, oui. Non. Sauf si tu Il veux risque Il y a eu des beaucoup. assouplissements là. C'est 45 millions le Il y a eu des delta. assouplissements. Non, mais surtout, Non, CA mais t'oublies et quelque ce que chose, tu vends. c'est que maintenant le Paris Saint-Germain C'est surprenant, ça. bénéficie de la règle du fair play financier où ils peuvent étaler le montant du transfert d'un joueur sur le nombre Nombre de- d'annuités du contrat. Donc s'il fait un contrat de 4 ans, Bonne remarque. tiens, oui, très rapidement, vas-y, puis après Mais il faut on va rester ensemble, Bien attention, sûr. après les infos de Mais 22h. en fait, c'est que ça leur reviendrait Jean-Baptiste, 40 millions par an, quoi. Sur le Si c'est un fair 5 ans. play financier aujourd'hui, c'est peut-être le seul moment où ils peuvent faire Eh Neymar. oui, C'est-à-dire qu'ils ont la surface financière, ils vendent des joueurs, ce qu'ils faisaient pas avant. Hein. absolument. puis ils en ont à vendre. Et ils Ça, peuvent c'est en leur vendre d'autres. Et il y en a. Et ils peuvent en vendre d'autres. Et puis ils vendent. Parce que Verratti, peuvent en par vendre exemple, s'il d'autres. faut, ils peuvent le Et vendre. à cette ce moment-là, cette règle voilà. où tu Et t'étales puis, le montant Il de ne faut pas transfert oublier sur que les annuités. Verratti derrière, s'il rentre dans la négociation, c'est quand même 80 millions d'euros Ils potentiels. ont Tu peux même récupérer pas à le un autre jeu. Ils ont même pas à le mettre. Mais il pourrait. Ouais. Mais il Il devrait. pourrait. Dans quelques instants, on va Dans continuer. le sens où le gamin a envie de partir. On va à continuer à Barcelone. parler de géopolitique du sport. On est avec Jean-Baptiste Guégan. Je rappelle que son livre, c'est Géopolitique du sport, une autre explication du monde chez Bréal. Il est disponible, vous pouvez le trouver sur Amazon. Ouais, c'est ça, en pour précommande. l'instant, en précommande. Et nous, dans quelques instants, on se retrouve. On va continuer à parler de géopolitique du sport et notamment des investisseurs chinois dans le foot. Et puis, on fera un petit débrief du match entre Monaco et Fenerbahçe qui s'est tenu tout à l'heure. On vous attend, supporters monégasques, au 32-16. À tout de suite.